Alors, je suis maintenant retraité de la gendarmerie. J'ai servi pendant 42 ans à la gendarmerie, 36 ans en tant qu'actif et 6 ans dans le cadre de la réserve opérationnelle. Sur ces 36 ans d'activité au sein de la gendarmerie, une grande partie a été passée dans l'exercice de la police judiciaire, au sein de brigades ou de sections de recherche ou dans un bureau de police judiciaire en état-major. Donc les meurtres, les règlements de compte, les braquages, les trafics en tout genre, ça a été mon quotidien pendant des années. Cependant, j'ai commencé comme tous les gendarmes dans une unité territoriale, mais j'ai très vite compris que c'était pas là le métier que je voulais faire. Je ne verbalisais pas très souvent, sauf bien sûr toutes les infractions qui étaient graves et génératrices d'accidents. J'étais plutôt, je crois que je suis même encore du genre pragmatique. Et j'invitais plutôt les contrevenants à réfléchir sur leur conduite en leur faisant comprendre qu'ils prenaient des risques pour eux et pour les autres. Donc de fait, pratiquement toute ma carrière a été liée à l'exercice de la police judiciaire. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que la gendarmerie, dans son activité globale, son activité missionnelle, 40% sont dévolus à l'exercice de la police judiciaire. Les autres pourcentages, donc 60% qui restent, c'est de la police, ce qu'on appelle la police administrative, et des missions de défense. Pour la seconde question, est-ce que j'ai fait une formation littéraire? Alors non, je suis un autodidacte pur et dur. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière militaire à l'âge de 17 ans en m'engageant dans la marine nationale. 3 ans de marine nationale, 1 an de marine marchande, ce qui fait que bon, j'ai pas suivi d'études littéraires. Et surtout dans ma carrière de police judiciaire, on est amené à faire des synthèses. Tous les officiers de police judiciaire qui sont directeurs d'enquête font des synthèses pour résumer les dossiers criminels qu'ils ont eu à traiter. Et puis surtout en état-major, lorsque j'ai servi pendant une dizaine d'années en état-major sur Marseille, je faisais des synthèses d'affaires criminelles parfois complexes, pour qui avait à en connaître. Alors c'était une synthèse, c'était une page et demie, mais pas plus. Ce qui fait que lorsque j'ai pris ma retraite et j'ai voulu commencer à écrire, je suis passé à une affaire criminelle que je résumais avant en une page et demie, ça se traduit maintenant en 300 pages d'écriture. Alors j'ai toujours écrit, je peux remonter un peu dans ma jeunesse. Quand j'étais marin à bord des bateaux, enfin, j'ai fait plusieurs bâtiments de la marine, j'écrivais, je griffouillais quelques lignes, quelques pages euh, qui partaient au vent comme on jette une bouteille à la mer. Donc j'ai jamais rien gardé. Et puis il y a eu une rencontre qui a été importante dans ma carrière. J'étais déjà officier de gendarmerie. C'est un autre officier, un colonel, qui était, en plus d'être officier de gendarmerie, c'était un artiste avec plusieurs flèches à son arc. C'était à la fois un peintre, un musicien, un poète et un romancier. Il s'appelle, je donnerai que son prénom, Marc, et j'espère qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Et je dois dire, tiens, pour la parenthèse, que Marc, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier pour écrire, et puis il y a un deuxième Marc qui me mettra plus tard le pied dans une maison d'édition, mais j'en reparlerai après. Donc Marc est un prénom visiblement qui me porte chance. Donc ce Marc, un jour, a découvert par hasard sur mon bureau deux textes que j'avais faits, comme ça, au coin d'une table, lors d'un déjeuner. Il a trouvé ça très bien, il m'a demandé de continuer dans l'écriture. Et j'ai écrit des poèmes qui étaient sur le thème de l'amour, qui m'a lui-même d'ailleurs publié. Ça s'appelle le Grand Voyage. Et des poèmes, je suis passé ensuite à des nouvelles fantastiques de quelques pages, et puis maintenant à des romans de plus de 300 pages. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, pour écrire mes livres, je n'ai pas pris de pseudo, et pourtant cette idée m'a effleuré un moment à l'esprit. Et le pseudo que j'avais choisi à ce moment-là, c'était Nomos, N-O-M-O-S, qui est l'envers de saumon, S-O-M-O-N.
Et puis j'ai trouvé à la réflexion, c'était un peu prétentieux d'apprendre un pseudo. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? J'ai préféré garder mon prénom et mon nom, Frédéric Saumon, voilà, ça me va bien comme ça, c'est très bien. Par contre, j'ai appris il n'y a pas très longtemps par un membre de ma famille qu'un grand-père que j'ai assez peu connu, lorsqu'il était beaucoup plus jeune, avait voulu faire une carrière dans la chanson, une carrière chanteur lyrique, et que s'il avait réussi cette carrière, il aurait choisi un pseudo, et c'était l'envers de son prénom, l'envers de son nom. Donc vous avez compris déjà l'envers de son nom, mais l'envers de son prénom c'était Noël, il s'appelait Léon, donc Léon Noël, et il s'appelait Saumon évidemment, et l'envers c'était Nomos. Donc quelle a été ma surprise d'apprendre que mon grand-père que j'ai plus connu dans les années 30, 1930, avait choisi comme nom de scène, s'il avait percé, Noël Nomos. Voilà, c'est peut-être est-ce un signe du destin quelque part, enfin voilà, un atavisme quelque part, je sais pas, mais voilà, c'est très bizarre et c'est marrant. Alors le roman qui est sorti en mars 2021, Quand la Doom tue, je vais vous refaire voir la couverture. Vous voyez aussi le visage de cet enfant au milieu des roseaux d'un étang de la Dombe. Édition M+ édition, très belle maison d'édition. Donc, Quand la Domptue tue est sorti en mars 2021. Alors, c'est l'histoire de trois dérives. Des dérives d'individus, dérives complètement indépendantes les unes des autres, et pourtant qui vont se croiser et s'entrechoquer. C'est d'abord la dérive d'un amour d'adolescent déçu, qui va donner lieu à une tragédie. C'est suivi d'une dérive de deux petits caïds de cité qui vivent en marge de la société et qui vont s'enfermer, s'engouffrer dans une spirale particulièrement meurtrière. Et ensuite, c'est la dérive d'un tueur en série qui s'en prend à des préadolescents de 10, 12 ans, toujours des petites blondes aux cheveux longs. Donc, sans résumer ce livre, parce que je ne voudrais pas vous livrer trop d'indices, sachez que je vais vous parler de la Dombe. Vous pouvez vous poser la question normalement de savoir ce qu'est la Dombe. La Dombe, c'est une région qui se situe dans le département de l'Ain, entre Bourg-en-Bresse et Lyon. C'est une région qui, à l'origine, était très marécageuse et qui, avec les moustiques qui étaient dans les marécages, donnait lieu à des maladies. Et au Moyen-Âge, les moines ont décidé de transformer radicalement cette région en transformant les marécages en étangs. Il y a donc plus de 1200 étangs dans cette région qui ont la particularité de s'alimenter les uns les autres. Et puis, une fois par an, la région organise ce qu'on appelle la mise à sec d'un étang ou d'un ou plusieurs étangs. Donc on vide l'étang, on récupère le poisson qui s'y trouve, ça donne lieu à une fête, et puis cet étang est transformé en champ. Et un peu plus loin, un champ va se retrouver à nouveau être un étang, et ainsi de suite. Ce qui donne à la Dombe une physionomie particulièrement changeante, et on peut facilement s'y perdre. Voilà pourquoi j'ai choisi la Dombe, parce que ça collait particulièrement bien au roman que je voulais écrire, à l'histoire que je voulais écrire. Ensuite, le second livre qui va sortir en août 2021, le deuxième opus, donc c'est une suite de Quand la Dombe tue, ça s'appelle La Chimère de la Dombe. On va retrouver les mêmes personnages récurrents du premier livre. Gendarmes et policiers sont toujours sur la trace du tueur en série, qui va se montrer particulièrement vicieux et sadique, et il va même provoquer les forces de l'ordre et essayer de s'en prendre ou menacer de s'en prendre à la famille d'un gendarme, notamment au bébé d'un des gendarmes. Et puis il les provoque sans arrêt. Et là, on va s'apercevoir qu'il ne tue plus non plus des adolescentes de 10-12 ans, mais qu'il va s'en prendre à des femmes d'une quarantaine d'années. Alors pour les lecteurs qui ont lu Quand la Dombe tue, ils vont trouver dans ce second opus toutes les réponses à leurs questions. Ils vont comprendre pourquoi il tuait des adolescentes dans le premier volet, et dans le deuxième volet, il s'en prend à des femmes d'une quarantaine d'années. Voilà, donc ça sortira au mois d'août 2021, toujours chez M+ Édition. Comment répondre à cette question? Difficile de dire comment l'inspiration vient. Pour moi, j'ai l'impression que ça vient un matin en me levant. Pouf, il y a une idée qui surgit comme ça sans que j'y pense réellement. Mais quand la Dombe tue, on parle bien sûr d'enlèvement et de meurtre d'enfants, d'adolescents.
Et peut-être que cette idée est venue, germé tout doucement dans mon esprit. C'est suite à ma carrière. Toute ma carrière, j'ai eu sous les yeux, que ce soit dans un commissariat ou dans un bureau de gendarmerie, les affiches des enfants disparus. Et je l'ai tout le temps sous les yeux, donc forcément, c'est rentré dans mon esprit, puis ça a germé, puis un jour, j'ai décidé d'écrire là-dessus. Alors c'est vrai que je me souviens de ces affiches, je me souviens des visages que j'ai vus, des garçons et des filles, je me souviens de Cécile Valin, qui était une jeune fille, une adolescente de 16-17 ans, qui passait son bac et qui a disparu en Savoie. Je crois que c'était du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, il me semble que c'est par là-bas. Moi j'étais sur Albertville à l'époque, et cette disparition a été particulièrement inquiétante, et je crois qu'on ne l'a jamais retrouvée. Ensuite, comment ne pas oublier Estelle Mouzin, bien sûr, avec l'affaire Fourniret et son corps que l'on cherche toujours pour rendre aux parents, les pauvres parents. Et puis Marion Wagon, et puis Lucas Tronche, voilà, tous ces jeunes enfants, ces adolescents qui disparaissent. Ça reste un drame pour la famille, mais aussi un drame pour les forces de l'ordre, parce que quand on les retrouve pas, on est quand même traumatisé. Moi, je me souviens, et vous allez me dire c'est complètement idiot, mais c'est comme ça, être resté devant les affiches et puis causer aux photos en leur disant mais dis-moi où tu es, fais-moi un signe. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivante encore? Dis-moi où tu es. Voilà. Et bien sûr, j'ai jamais eu de réponse. J'aurais adoré avoir une réponse, avoir un flash qui me permette de retrouver ces enfants-là. Je les ai jamais eus. Et puis quand je pense à ces drames de disparition d'enfants qui sont jamais retrouvés, je pense aussi à tous ces charlatans qui donnent des renseignements, des fausses joies aux familles en leur disant qu'ils ont eu un flash, ils ont vu que leur fille ou leur fils était à tel endroit, qui était dans telle position, et les parents sont prêts à croire tout et n'importe quoi, et ils ont tellement l'espoir, l'envie de revoir leurs enfants que voilà, ils sont prêts à tout. Et le pire, c'est que pour moi, je les appelle les charlatans parce que à 90%, il y a des gens sérieux, c'est sûr. Il y a des gens qui ont des flashs et des révélations, mais il y en a beaucoup, c'est rien, quoi, c'est du vent. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il faut une révélation comme ça, on est obligé, nous, gendarmes ou policiers, de vérifier, et on perd du temps à vérifier ça. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, comment on est une intrigue? Je sais pas. Ça arrive, moi ça m'arrive, là j'en ai une en tête, là j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à rechercher d'abord pour essayer d'alimenter ma première page, voir un peu, et puis si ma première page tient la route, si j'ai envie de continuer, c'est bon, je continue, et puis si la première page me donne pas satisfaction, ben je jette et puis j'attends une meilleure idée. Alors j'ai choisi Plus Édition pour une raison bien précise. D'abord, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est eux qui m'ont choisi. Mais ça, je vais revenir dessus. Ce que je veux dire en préambule à cette réponse de question, ça va être un peu difficile certainement pour certains de l'entendre. Comme beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs, de plus vieux auteurs, comme beaucoup d'écrivains, j'ai adressé mon tapuscrit. Alors un manuscrit c'est écrit à la main, un tapuscrit c'est écrit à la machine ou à l'ordinateur. Donc moi c'était écrit à l'ordinateur, donc c'est un tapuscrit. J'ai imprimé donc mes 100 et quelques pages, 120, 130 pages, en format A4 que j'ai envoyé en recommandé avec des timbres et aussi une enveloppe en recommandé pour le retour, donc ça coûte très cher. J'ai envoyé ça à quelques maisons d'édition, des grandes maisons d'édition, en pensant bêtement qu'ils allaient être intéressés par ce que j'avais écrit. Je dis bien penser bêtement parce que c'est vrai que un jeune romancier, premier auteur, j'ai pas forcément toutes les clés pour bien écrire. Je les ai peut-être pas encore d'ailleurs même maintenant. Mais je me suis dit que quand je vois des gens de la télé-réalité qui sortent un livre et que on les entend à la télévision, leur niveau, on se pose des questions. Comment ils ont pu écrire un livre? Alors bon, je me suis dit pourquoi pas moi, tout compte fait, hein, à la limite. Bon, toujours est-il, ça n'a pas marché. Donc j'ai envoyé peut-être une dizaine de tapuscrits à des grandes maisons d'édition, mais je l'ai fait en piégeant mes envois. C'est-à-dire que j'ai mis entre les pages de mon tapuscrit des petits confettis à certaines pages, à certains endroits de la page, et puis j'ai tout noté sur une feuille de papier et j'ai dit je vais attendre le retour. Alors j'ai attendu, et encore attendu. Des jours, des semaines, des mois. Certains sont revenus, certains ne sont pas revenus. Alors ceux qui sont revenus, bien sûr, je les ai ouverts avec beaucoup de minutie. J'ai pris ma feuille où j'avais noté tous mes petits renseignements et puis j'ai ouvert les pages. Et puis, devinez.
il n'avait jamais été ouvert. Ça, j'en ai la conviction. Les confettis étaient à la même place entre les pages, là où je les avais mis. Donc, maintenant je comprends. Les maisons d'édition, les grandes maisons d'édition, ils reçoivent, je sais pas, peut-être 50 tapuscrits par semaine, enfin, ou peut-être plusieurs dizaines par jour, même peut-être. Et donc, ils ont ni les moyens matériels, ni les moyens humains pour pouvoir les lire, hein, tous ces tapuscrits. Pourtant, je suis convaincu que parmi tous ces écrits, tous ces envois, il y a probablement des pépites, des choses formidables. Mais bon, c'est comme ça, je comprends mieux les maisons d'édition, mais je leur en veux quand même un peu parce qu'il faudrait jouer le jeu, dire attendez, on peut pas écrire. Parce que moi, les lettres de rejet que j'ai eues, c'est des lettres type, euh, ne correspond pas à la ligne éditoriale de notre maison alors qu'ils font du polar, c'est voilà, ou bien n'a pas convaincu le comité de lecture, ou voilà, donc c'est des lettres types qu'ils doivent envoyer à tous en fonction. Et puis, donc je leur en veux un petit peu pour ça, et parce que je pense qu'ils jouent pas vraiment le jeu. Voilà ce que je voulais te dire à coup de gueule. Alors pourquoi j'ai choisi, ah non, je reviens sur la question, pourquoi j'ai choisi M+ édition a été déçu par la réponse des grandes maisons d'édition et surtout par leur façon de faire. Je me suis dit, je vais essayer de voir sur Lyon, parce que la Dôme étant dans la région lyonnaise, en Rhône-Alpes, peut-être qu'une maison de Lyon, une maison d'édition lyonnaise serait plus intéressée. Voilà, c'est chez elle, ils ont les lecteurs à côté, donc pourquoi pas. Donc j'ai pris Internet, j'ai choisi maison d'édition lyonnaise, je suis tombé sur M+ édition, j'ai envoyé le tapuscrit de façon numérique cette fois-ci, et sans y croire, sans croire à aucune réponse. Et puis voilà, ce qui arrive est... J'étais fou de joie parce que non pas j'ai pas eu de réponse écrite, j'ai eu une réponse, un monsieur m'a téléphoné en me disant je vous édite. Et là franchement je suis tombé sur le cul. Pardonnez la trivialité de mon propos, mais voilà, c'était formidable, et surtout ce monsieur que je connais maintenant. Et je sais la masse de travail auquel il fait face. Il en a par-dessus la tête, il en a, enfin du travail je parle, hein. Il a beaucoup de boulot, et qui prennent le temps de m'appeler avec autant d'humanité, autant de simplicité, qui se mettent à m'apporter, moi, petit écrivain néophyte, qui connaît rien à l'édition, qui connaît rien nulle part. J'ai trouvé ça formidable de sa part. C'était d'une grande humanité, quelqu'un de simple, quelqu'un d'humain, quelqu'un de vraiment formidable. Franchement, le premier contact, j'ai adoré avec ce monsieur. Je ne le connaissais pas, et j'ai vraiment adoré. Et donc, je me suis fait une promesse que je tiendrai. C'est-à-dire que si j'avais un jour une grande maison d'édition qui s'intéresse à moi, je refuserai le contrat. Je resterai à M+ édition, je resterai auprès de Marc Dutheil. Oui, c'est le deuxième Marc, celui qui me donne la chance d'être édité. Il y a eu le premier qui m'a mis le pied à l'étrier, le deuxième qui me donne la chance d'être édité. Je resterai avec Marc Dutheil parce que de toute façon, c'est pas l'argent moi qui m'intéresse, hein, donc je m'en fous. Le contact humain, c'est vachement important. Voilà, donc merci Marc, et j'espère qu'il m'écoutera. Donc j'ai participé il y a quelques jours à mon premier salon littéraire. Ça s'appelait Les Termes Noirs, à Ancos-les-Termes, dans les Pyrénées. C'était pour eux leur premier salon aussi. Et nous étions une vingtaine d'auteurs, 5 auteurs de M+ édition et d'autres auteurs d'autres maisons d'édition, mais tous spécialisés dans le polar. Et il y avait quand même des pointures, hein, il y avait des références, il y a des gens qui avaient eu des prix importants pour leur carrière. Et ben, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai été frappé par la gentillesse de ces auteurs-là, leur sincérité. Ils étaient accessibles, pas d'ego surdimensionné, pas de grosse tête, le sourire en permanence, la disponibilité. Ils ont répondu aux questions que j'ai pu leur poser, mais avec une simplicité, une gentillesse formidable. Ça, donc un premier grand point pour ces auteurs-là, franchement, bravo, ne changez surtout jamais, vous êtes formidables. Deuxième point que je voulais souligner, premier salon donc pour ces gens d'Ancos-les-Termes. 2 organisateurs principaux, Céline Servat et Guillaume Coquery, 2 auteurs aussi, de chez M+ édition. Je vous encourage à lire leurs livres, ils sont formidables. Ces gens-là se sont donnés à fond pour organiser un salon merveilleux.
Et quand je dis merveilleux, on pourrait s'attendre à un premier salon à avoir quelques petites lacunes, des petites coquilles, des petits trous, des manques, enfin des petits soucis, mais c'est normal. Un premier salon, on essuie les plâtres et c'est pas évident. Donc après, au deuxième, on va corriger. Mais là, c'est pas le cas. Le premier salon, c'est un coup de maître, c'est une réussite totale. Ils avaient une bande de joyeux lurons, de bénévoles, adultes et enfants, des ados de classe de quatrième, qui étaient là, qui ont participé pendant ces 2 jours-là, qui nous ont accompagnés. Et c'était formidable, avec des ateliers lecture, des ateliers découvertes et des choses fabuleuses. Donc Céline, Guillaume, les bénévoles d'Ancos, les écrivains qui étaient présents, les auteurs, vous êtes des champions, vous êtes formidables, j'ai vraiment adoré. Merci pour tout. Un film, une série, ça serait effectivement merveilleux. Je pense que tous les auteurs rêvent un jour de voir leurs mots se transformer en images. Alors c'est vrai que quand la domptue a suffisamment de rebondissements et d'éléments qui permettraient de séquencer en série, à mon avis sans aucun problème. Alors évidemment, je ne serais que ravi qu'un jour un producteur, un réalisateur dise à mon éditeur, ce livre m'intéresse, je vais en faire un film ou une série. Mais bon, j'y crois pas beaucoup. Hein. Voilà, j'en suis plus là. Mais il n'est pas interdit de rêver, donc je rêve un peu, pourquoi pas, et ça serait vraiment formidable. Ensuite, deux projets qui vont sortir, mais c'est des vieux projets, parce qu'en réalité, c'est des livres que j'ai écrits il y a quelques années, 7-8 ans. Et pour être tout à fait honnête avec vous, l'écriture en 7-8 ans d'un écrivain change fatalement, on s'améliore. Comme je vous ai dit, j'ai appris à réécrire à la retraite parce que j'écrivais des synthèses et il m'a fallu passer d'une page à 300 pages. Donc ça se fait pas en un jour. Et j'ai réappris à écrire et je sais que mes écrits actuels sont meilleurs que ceux qui a 7 ans, d'ici 7 ans. Donc j'ai commencé à les réécrire. Donc le premier qui sortira, je proposerai à mon éditeur, on verra s'il l'accepte. C'est aussi un policier, vous y retrouverez les personnages récurrents de Quand la domptue, c'est-à-dire Dominique Deschamps et tous les autres, ils seront là, c'est un policier. Et le deuxième, c'est un livre qu'on dit sociétal, c'est l'histoire d'un enfant abandonné à 4 ans qui se retrouve non pas dans un orphelinat, enfin dans un orphelinat, mais il a été transformé en colonie agricole pénitentiaire. En 1856, on se retrouve dans cette période-là, et je raconte son enfance et son adolescence au milieu de petits criminels. Voilà. Ça sortira peut-être ou peut-être pas. Toujours est-il que je vais commencer à réécrire tout ça de façon avec mon écriture à ce que j'ai maintenant. Et j'espère que les lecteurs auront plaisir à me suivre. J'ai non pas un blog, mais une page Facebook, Frédéric Saumon Auteur. Donc j'aurai plaisir à les retrouver et à discuter avec eux en direct. Voilà, merci pour tout.